Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'actualité webinaire de l'IREO, consacré aujourd'hui à la médiation en entreprise, outil de gestion des conflits collectifs ou individuels. Et ce sera animé par, comme vous le voyez, Maître Ludivine Denis, que vous avez déjà rencontré la semaine dernière, et Maître Jérôme Witkowski, donc tous deux avocats au barreau de Lille. Alors, avant de leur laisser la parole, je rappelle les règles de ce webinaire. Donc, vous avez à votre disposition un chat vous permettant d'échanger sur des petites remarques, des petites réflexions. Mais par contre, les questions, qui sont bien sûr toujours d'ordre général, devront être posées dans l'onglet « Questions ». Et je résumerai toutes ces questions à la fin de l'intervention de Maître Denis et Witkowski et leur poserai donc les questions si toutefois elles n'avaient pas trouvé réponse dans le déroulé de l'intervention. Je vous souhaite un bon webinaire et je laisse tout de suite la parole à Maître Denis et Witkowski. À tout de suite sur le chat et sur le forum des questions. Alors, merci Muriel. Juste une petite précision, je n'ai pas le PowerPoint sous les yeux. Voilà, merci. Bonjour à tous, très heureuse à nouveau de vous avoir parmi nous et toujours très enchantée de pouvoir travailler avec l'IREO. Alors, effectivement, on a consacré ce webinaire à la médiation en entreprise. Pour quelles raisons? En fait, il nous est apparu indispensable véritablement de consacrer un webinaire à la médiation en entreprise en raison déjà de l'évolution de la relation de travail et du monde de l'entreprise dans ce contexte particulier du Covid-19 et aussi parce que de toute façon, effectivement, la médiation, on aura l'occasion effectivement de le voir et de le comprendre. C'est un processus qui de plus en plus apparaît dans les textes et il y a une évolution législative telle que il apparaît important effectivement aujourd'hui de pouvoir connaître exactement des tenants et des aboutissants de ce processus. Alors, pour ce qui est justement de cette période un peu délicate, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de recourir ou non à la médiation. Et d'ailleurs, on vous envoie dès à présent une première question sur le sondage, à savoir est-ce que la médiation est un outil qui a été évoqué au sein de votre entreprise? Alors, la question est générale. Est-ce que on a déjà dans votre entreprise évoqué cette question de la médiation avant l'apparition effectivement du Covid-19 ou pourquoi pas d'ailleurs récemment avec effectivement la période de confinement qui a été difficile pour tout le monde et encore aujourd'hui c'est un peu difficile puisque les entreprises ont dû dans l'urgence se positionner face à des mesures qui ont été proposé par le gouvernement, du chômage technique, du télétravail. Donc, il y a eu des choix à faire dans l'urgence et donc une relation de travail qui, dans la précipitation, a sans doute fait émerger certaines tensions et certains conflits. Et donc, ce webinaire est d'autant plus important que pendant le confinement, on a connu une période où les juridictions, et notamment les juridictions prud'homales, en ce compris en référé, étaient complètement fermées. Et là, nous, avocats, on assiste à une réouverture progressive. Et voilà, bref, un contexte un peu difficile, avec un juge qui n'est pas toujours accessible. Donc, c'est le moment ou jamais, effectivement, aussi d'aborder la médiation. Alors, avant d'avoir les réponses sur votre sondage, je vais laisser la parole à mon confrère Jérôme. Merci Ludivine. Bonjour à tous. Donc, je suis moi aussi très heureux de vous retrouver pour ce webinaire. Alors, pourquoi vous parler de la médiation en entreprise? Au-delà des préoccupations immédiates qui sont liées au contexte de Covid-19 dont vient de vous parler Ludivine, il apparaît qu'en notre qualité d'avocat, en fait, on nous consulte le plus souvent lorsque ça va déjà mal. C'est-à-dire lorsque le conflit est déjà ouvert dans l'entreprise, lorsque la relation elle est déjà très dégradée, c'est-à-dire que le salarié peut être, par exemple, en arrêt de travail, lorsque la situation est déjà bloquée, parce que notamment le salarié est un peu emprisonné dans la relation de travail et qu'il est dans l'impossibilité de quitter l'entreprise en démissionnant par exemple, ou alors lorsque la relation elle est déjà rompue par une inaptitude par exemple ou pour un licenciement, suite à un licenciement qui serait perçu comme abusif. Alors nous, en qualité d'avocat, notre outil principal, c'est la règle de droit, c'est le code du travail. Et si le fait de rappeler cette règle de droit ne suffit pas, ou s'il est déjà trop tard, eh bien, il faut recourir au juge prud'homal pour faire respecter la loi. Mais cet outil de la règle de droit, en fait, il ne nous paraît plus toujours suffisant et il nous est apparu nécessaire d'en avoir d'autres
Et la médiation est l'un de ces outils. Alors, nous partons en réalité de 3 constats. Le premier constat, c'est que de nombreux conflits ne sont pas de nature juridique, mais sont de nature relationnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas la violation de la règle de droit, ce n'est pas un désaccord sur le sens de la loi qui oppose les parties, mais en réalité, c'est simplement leur manière d'être, leur manière de se comporter, leur manière de se parler, les intentions qu'elles donnent l'une à l'autre, ou encore la perception qu'elles ont l'une de l'autre. Alors ces conflits, ça peut être ils peuvent être de nature, des conflits individuels entre 2 personnes, entre un salarié et son manager, entre 2 salariés au sein d'une même équipe, mais il peut aussi s'agir de conflits plus globaux, plus collectifs, par exemple entre une organisation syndicale et l'employeur, ou entre des organisations syndicales, ou encore entre différentes équipes au sein de l'entreprise. Et on s'aperçoit bien que le droit n'a pas toujours de prise sur ces situations. Je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, lorsqu'un salarié est en souffrance au travail, lorsqu'il se sent harcelé, c'est un mot qui revient très souvent dans la bouche de certains salariés, on sait bien que sa souffrance, elle est réelle. Pour autant, est-ce qu'on pourra qualifier juridiquement sa situation de harcèlement moral? Vous savez que la définition de harcèlement moral par le Code du travail est très précise et qu'il n'est pas toujours aisé de la faire reconnaître. Et la médiation, en tout cas, peut être un outil pour traiter une situation de souffrance au travail sans forcément faire appel à des notions juridiques. Le deuxième constat que nous faisons, c'est que la solution judiciaire, c'est-à-dire le recours au juge, eh bien, n'est pas toujours la solution la plus adaptée. Alors, plusieurs raisons à cela. D'abord, c'est parce qu'on s'aperçoit que le juge, eh bien, il est saisi par définition d'un problème juridique qui est souvent la partie, je dirais, émergée de l'iceberg. Mais en réalité, le problème juridique qui lui est soumis, eh bien, il cristallise souvent des mois, voire des années de malentendus, de défiance, de méfiance entre les parties. Et toute cette défiance, toutes ces années ou ces mois de relations difficiles, eh bien, c'est la partie immergée de l'iceberg à laquelle le juge n'aura pas accès. Et puis, on le sait, les procédures prud'homales peuvent parfois être longues et fastidieuses, avec des règles de procédure qui sont assez strictes. Et puis, finalement, personne n'a véritablement la maîtrise de la décision qui sera prise par le juge en fonction de son analyse du dossier. C'est ce que nous, on appelle l'aléa judiciaire. Et puis, enfin, le troisième et dernier constat que nous faisons en notre qualité d'avocat, c'est qu'il y a une véritable incitation aujourd'hui du législateur à recourir au mode amiable de résolution des litiges dans tous les domaines du droit. Et le droit du travail n'y échappe absolument pas. Alors, il y a des incitations indirectes, par exemple, par des délais de prescription qui sont de plus en plus courts, ce qui donne un délai de plus en plus court pour accéder à un juge. Autre incitation indirecte, c'est aussi la barémisation de l'indemnisation en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui peut faire hésiter certains salariés, en particulier avec une faible ancienneté, qui peuvent y réfléchir à 2 fois quant à l'opportunité de saisir un juge. Et puis, il y a aussi des incitations qui sont directes pour recourir aux solutions amiables. Alors, il y en a une qu'on connaît depuis bien longtemps en matière prud'homale, c'est la conciliation, qui est la première étape obligatoire lorsque l'on saisit le conseil de prud'homme, mais il y en a d'autres. Et la médiation donc en fait partie, puisque la médiation, elle est visée par l'article R 1471-2 du Code du travail, qui prévoit que le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peut, quel que soit le stade de la procédure, donc à tout moment jusqu'à la clôture des débats, eh bien, soit désigner un médiateur pour qu'il soit procédé à une médiation si toutes les parties sont d'accord, soit même enjoindre aux parties, c'est-à-dire les obliger à rencontrer un médiateur pour, à tout le moins, avoir une information sur ce qu'est la médiation. Et puis, il y a aussi une tendance jurisprudentielle qui incite au recours à la médiation, puisque l'employeur a une véritable obligation de sécurité qui est toujours très importante, et l'employeur doit mettre en place toutes les mesures pour préserver la santé et la sécurité des salariés. Alors, je sais qu'un webinaire a été consacré intégralement à cette obligation de sécurité de l'employeur qui a été réalisé, je crois, par maître Alexandre Barège, auquel je pourrais vous renvoyer, mais c'est bien un thème parfaitement d'actualité et cela implique de prévenir et de traiter les situations de conflit dans l'entreprise, puisque ces conflits peuvent avoir un impact sur la santé des salariés.
Alors, voilà pour les constats généraux que nous faisons et les tendances que nous observons et qui doivent, à notre sens, nous inciter à nous intéresser à la médiation dans les entreprises. Alors justement, suite à cette question qui vous a été posée, à savoir est-ce que la médiation est un outil qui a déjà été évoqué au sein de votre entreprise, je pense qu'on peut d'ores et déjà avoir un retour, en tout le moins un premier retour sur les réponses. Muriel? Oui, alors un premier retour sur les réponses pour le premier sondage, où en fait, à 25%, on nous dit oui, à 50%, on nous dit non, et 25% nous disent qu'ils ne savent pas. Donc, encore une majorité plutôt vers le non, même si c'est déjà très bien qu'effectivement, il y ait eu des recours à hauteur de 25% à la médiation. Alors, justement, on va rentrer Pardon ? Je te coupe 2 petites secondes parce qu'il vient d'évoluer brutalement. Ce sondage, il y a peut-être des personnes qui viennent de répondre. Donc, on a un non maintenant franc et massif à 64% et un oui à 18%. D'accord. Bon, en tout cas, ça traduit le constat que l'on fait. Alors, on va rentrer justement un peu plus dans le concret. Et le concret, c'est de vous dire concrètement qu'est-ce que la médiation, pourquoi y avoir recours et effectivement comment ça se passe et comment finalement se déroule le processus. Alors, la médiation, c'est quoi ? Alors, il y a plusieurs définitions qui ont émergé, mais une, disons, fait consensus puisqu'elle fait partie du Code national de déontologie du médiateur qui nous dit la médiation, qu'elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l'autonomie des participants qui, volontairement, avec l'aide d'un tiers neutre, impartial et indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels l'établissement et ou le rétablissement des liens, la prévention et le règlement des conflits. Alors, il y a beaucoup de choses et de notions importantes dans cette définition et en tout état de cause, il en ressort un certain nombre de principes fondamentaux sur lesquels justement on va s'attacher. Alors, le premier de ces principes, c'est la neutralité et l'impartialité du médiateur. C'est un principe qui est très important. Alors, pourquoi est-ce que ces garanties sont importantes ? Parce qu'elles sont indispensables pour créer et pour préserver une relation de confiance entre le médiateur et les parties au conflit pendant toute la durée du processus de médiation. Alors, cette exigence de neutralité et d'impartialité du médiateur, eh bien, elle doit se traduire, je dirais, de plusieurs manières, et le médiateur doit s'imposer plusieurs exigences. D'abord, il doit, ce médiateur, intervenir en toute indépendance. C'est-à-dire qu'il n'a pas de lien privilégié avec les parties, il n'a pas non plus d'intérêt personnel à la solution, il n'a pas d'intérêt personnel à ce qu'une solution soit trouvée à la suite de la médiation. Et puis, ce médiateur, il doit veiller à traiter de manière égalitaire les parties durant toute la durée du processus. Ce médiateur, il doit aussi s'abstenir de toute prise de position pendant toute la durée de la médiation. Et puis, le médiateur, s'il s'abstient de prendre position, il s'abstient aussi de proposer des solutions. C'est-à-dire que son rôle, c'est vraiment de faire l'intermédiaire, le médiateur. Donc, c'est de se concentrer uniquement sur la communication entre les parties en conflit pour essayer de rétablir la communication ou l'améliorer afin que les parties soient capables de trouver elles-mêmes leur propre solution aux conflits qui les opposent. Alors là, je fais une petite parenthèse parce que ça permet de distinguer, par exemple, le médiateur d'un juge ou d'un arbitre, l'arbitre étant un juge privé, puisque le juge ou l'arbitre tranche le litige, alors que le médiateur, vous l'avez compris, n'apportera pas la solution au litige, mais accompagnera les parties pour qu'elles en trouvent une. Et puis, le médiateur n'est pas non plus un conciliateur. Le médiateur, lui, ne prend pas part à l'élaboration des solutions, il ne formule pas de préconisations, alors qu'un conciliateur, lui, eh bien, est en mesure de proposer des solutions aux parties qui sont ensuite libres de les adopter ou pas.
Le deuxième principe, donc, celui de liberté. Alors, s'agissant de la liberté, il en ressort deux aspects de cette liberté. Donc, tout d'abord, un processus volontaire. Qu'est-ce qu'on entend par processus volontaire? Eh bien, c'est l'idée selon laquelle chaque personne qui est partie prenante au litige, aux différends, eh bien, est libre d'entrer dans le processus de médiation. Donc, il n'y a pas de contrainte. Et même si tout à l'heure, on a pu vous indiquer, Jérôme l'a précisé effectivement, qu'il existe aujourd'hui des dispositions légales permettant à un juge d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur, on n'est pas dans une obligation de rentrer dans le processus de médiation en tant que tel. Mais on a effectivement des outils légaux qui permettent de, entre guillemets, contraindre les parties à tout le moins de s'informer sur le processus de médiation. Mais la liberté, elle, d'entrer en médiation reste un principe fondamental du processus. Cette liberté d'entrée s'accompagne également de la liberté de rester durant le processus ou de quitter le processus. Alors, contrairement effectivement à une procédure judiciaire où à partir du moment où effectivement elle est engagée, on n'a pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout. Là, en médiation, eh bien, il y a cette porte ouverte qui permet à une personne, si elle le souhaite, eh bien, de pouvoir sortir du processus. Et c'est très important parce que en procédure judiciaire, justement, même si vous désister de l'instance, je rappelle quand même qu'il faut l'accord de l'autre partie pour pouvoir finalement obtenir une décision qui mette fin à l'instance. Donc, on ne sort pas de la procédure judiciaire aussi facilement qu'on pourrait sortir du processus de médiation. Il en résulte effectivement que rien n'est imposé et qu'on est face finalement à un processus qui est très souple. Le deuxième aspect de cette liberté, c'est le processus dit consenti. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la médiation, comme je viens de vous l'expliquer, n'est pas une procédure au sens où on l'entend et au sens où on l'utilise quand on parle justement de procédure judiciaire. Elle est un processus. Et ça implique effectivement une souplesse que l'on ne retrouve pas dans les procédures, notamment judiciaires. C'est ce que disait tout à l'heure Jérôme, la procédure judiciaire nous contraint, nous les avocats, mais donc de fait nos clients, le justiciable, qu'il soit ou non assisté, à certains délais et au respect d'un certain nombre de principes, notamment le fameux principe du contradictoire, qui implique effectivement que chacune des parties se communique des pièces dans un délai déterminé dans un calendrier de procédure. Tout ceci fait l'objet d'une souplesse bien plus importante en médiation, puisqu'en réalité, on va effectivement poser un cadre. C'est le médiateur qui va poser le cadre, mais ce cadre est constitué de règles qui vont à chaque fois être validées par les parties prenantes au processus de médiation. Donc, ça veut dire que, en gros, c'est le médiateur qui va mettre en place un cadre, mais qui, avec bien entendu l'assentiment des parties, eh bien, va élaborer ce cadre. Tout le monde va se mettre d'accord sur les règles qui s'imposent à tous, et c'est dans le respect de ce cadre-là qu'on va pouvoir effectivement librement échanger, communiquer et essayer de s'intéresser au fond de ce qui est le litige ou de ce qui est une situation potentielle de litige. Alors, ce processus est très souple et on verra, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu après, mais qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec un certain nombre de personnes qui a intérêt effectivement à participer à ce processus et au rythme que l'on veut, puisqu'on n'a pas ce fameux calendrier de procédure qui nous est imposé par un juge, mais qu'on constitue soi le calendrier qui nous convient eu égard effectivement à un certain nombre de choses qui pourra être utile de déterminer au cours du processus. J'en viens finalement à la confidentialité. Troisième principe. Alors, s'agissant de la confidentialité, il y a un principe effectivement essentiel, c'est que la médiation, c'est bien un processus confidentiel et c'est un processus qui garantit une discrétion certaine pour prévenir ou pour gérer le conflit au sein de l'entreprise. Alors, pourquoi la confidentialité est-elle si importante? Eh bien, parce que l'un des objectifs de la médiation, si c'est né le principal objectif de la médiation, c'est de pouvoir libérer la parole, c'est de pouvoir être un véritable espace de parole, et c'est de pouvoir se dire les choses sans crainte que ce soit réutilisé une fois sorti du cadre de la médiation. Alors, comment est-ce que ça se traduit concrètement?
La première traduction concrète du principe de confidentialité, c'est que la médiation se déroule à huis clos. Alors, ça implique que, par exemple, n'y participent que les parties qui sont concernées par le différend, éventuellement leur conseil si elles en ont un, mais appliqué au domaine de l'entreprise, par exemple, le DRH ou le manager ne sera pas présent pendant les réunions de médiation, à moins bien évidemment que ces personnes ne soient directement et personnellement impliquées dans le conflit qui oppose les médiés. Ça implique quoi? Ça implique également qu'il est absolument interdit, et c'est la loi qui l'interdit, d'utiliser contre l'autre partie ce qui est dit ou ce qui est constaté pendant la médiation. Alors évidemment, la loi réserve les cas de infraction à l'ordre public, la protection de l'intérêt de l'enfant ou lorsque l'intégrité physique ou psychique d'une personne est en jeu, mais en dehors de ces cas extrêmement graves qui seraient révélés pendant une médiation, eh bien, il n'y a absolument pas lieu pas d'utilisation possible de ce qui se dit en médiation. Et pour résumer, ce qui se passe en médiation reste en médiation. Et puis la troisième implication, c'est que le médiateur, lui, ne rendra compte à personne de ce qui s'est dit pendant les réunions de médiation. Il ne fera pas de compte-rendu, que ce soit au juge dans le cadre d'une médiation judiciaire ou que ce soit au DRH ou à la direction, par exemple, en cas de médiation conventionnelle. Eh bien, il n'y a pas de compte-rendu qui est fait sur ce qui s'est dit en médiation de la part du médiateur. La deuxième traduction de ce principe de confidentialité, c'est que, Ludivine l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de principe du contradictoire en médiation, c'est-à-dire que chaque partie peut tout à fait discuter en aparté avec le médiateur, peut lui remettre des documents sans forcément que toutes les autres parties soient présentes et sans que toutes les autres parties connaissent le contenu de ce qui se dit, ce qui permet aussi au médiateur d'avoir certaines informations pour pouvoir éventuellement pratiquer au mieux sa mission de médiation. Alors voilà pour les principes fondamentaux qu'il était important de poser au regard de la définition de la médiation. Et on va maintenant vous expliquer comment est-ce que concrètement on recourt à la médiation. Alors, la question est de savoir pourquoi on fait effectivement, pourquoi avoir recours à la médiation. Alors, la médiation, peut-être contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a pas vocation à supplanter le recours au juge. En réalité, la médiation, elle est effectivement un recours alternatif au juge, mais vous le savez déjà, de toute façon, même quand on saisit un juge, le juge lui-même peut enjoindre les parties à rencontrer un médiateur, sans doute justement parce que le juge estime que ce qui se joue, l'enjeu du litige, déborde de son champ d'intervention et de son champ de compétence, et qu'il y a peut-être tout intérêt à faire intervenir un tiers qui lui pourra s'intéresser à des choses auxquelles le juge ne peut pas s'intéresser. Donc, chacun joue un rôle. La médiation, elle, doit être comprise comme un outil supplémentaire à la recherche d'une solution. Et mieux encore, c'est que on peut utiliser cet outil bien plus souvent qu'on ne le pense. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'aurai l'occasion d'y venir, mais la médiation ne s'intéresse pas uniquement à la situation de conflit au sens strict du terme. Alors, là, par exemple, la situation de Covid-19 a révélé effectivement un certain nombre de dysfonctionnements, sans doute, et puis a fait émerger certaines tensions. Et c'est précisément à ce moment-là que certaines personnes ont sans doute été frustrées de ne pas pouvoir saisir un juge, en tout cas pour les relations individuelles, puisque c'était les conseils de prud'homme qui sont restés fermés. Sauf qu'il existait déjà un outil, mais tellement peu connu qu'on y a peu recours, eh bien, c'est la médiation. La médiation, elle, était tout à fait envisageable. Alors, aujourd'hui, on n'est pas sorti effectivement de cette situation. On est sorti du confinement, mais malheureusement, les tensions sont toujours là. D'autres textes sont pris par le gouvernement et ont vocation évidemment à s'appliquer sur les mois à venir. Donc, il faut bien avoir en tête effectivement l'existence de cet outil. Et donc, l'idée, c'est de mieux comprendre ce qu'est la médiation pour désormais avoir le réflexe d'y recourir toutes les fois où elle pourrait s'avérer utile. La question est de savoir du coup quand est-ce qu'on peut estimer que c'est utile de recourir à la médiation. Et donc,
La médiation, bien effectivement, n'a d'intérêt que si elle répond à certains aspects du conflit qu'on a plus ou moins répertoriés sous des critères favorables. Alors, les critères, on vous a mis une diapo là-dessus, ne sont pas cumulatifs. Ce sont des idées et des mots-clés que nous avons placés sur cette diapositive, et la liste n'est pas du tout exhaustive. Par contre, sur cette diapositive, vous retrouvez effectivement les critères favorables récurrents. Quels sont ces critères favorables? Alors, toutes les fois où effectivement il sera question d'un conflit de nature relationnelle. Alors, Jérôme a commencé par ça tout à l'heure en disant effectivement que la médiation, ça a un sens d'y recourir quand effectivement on s'aperçoit que le conflit va au-delà de l'application d'une norme ou d'une règle juridique. Et nous, avocats, on s'en aperçoit quand effectivement le juge lui-même n'a pas la possibilité d'intervenir sur ce qui est du pur relationnel. Et c'est encore plus important de traiter la problématique relationnelle que les personnes sont parfois amenées à continuer à se côtoyer. C'est-à-dire que, effectivement, le conflit peut très bien surgir à la rupture du contrat, mais on sait pertinemment que dans le monde de l'entreprise, des conflits surviennent en pleine exécution du contrat de travail. Et donc, ça veut dire que les personnes sont amenées à continuer à travailler ensemble et il faut impérativement préserver la relation de travail. Donc, pour réparer cette relation, la médiation permet de créer un véritable espace de dialogue où chacun pourra effectivement échanger, communiquer, sans qu'effectivement, il y ait un tiers pour trancher un quelconque litige ou brider la parole. Parce que on a pu constater, nous aussi, en tant qu'avocats, que certaines personnes arrivent au procès, pensent pouvoir s'exprimer et en réalité, la parole est donnée aux avocats, un temps est dédié à la plaidoirie et en fait, au-delà de ça, rares sont les fois où on donne véritablement la parole au justiciable qui pourtant a un véritable besoin de s'exprimer. Et c'est important pour lui qu'il s'exprime et qu'il soit entendu. La médiation permet effectivement la création de cet espace de parole. Et donc, la médiation va où le juge ne peut pas aller. Alors, appliqué à l'entreprise, le relationnel, c'est quoi? C'est le relationnel entre des collègues de travail dans un même service, des collègues de travail entre services différents, des relations entre un manager et son équipe, mais aussi les relations entre les personnes dépositaires d'un mandat de représentant du personnel et la direction, ou toutes les fois où effectivement il pourrait y avoir des tensions même entre différents représentants du personnel. Donc, tout peut être envisagé dans le processus de médiation. Et à noter également que cette médiation, si elle apparaît particulièrement adaptée aux conflits qui pourraient naître pendant l'exécution du contrat, n'est cependant pas exclure toutes les fois où il s'agira de la rupture du contrat. Parce qu'effectivement, nous, on le voit aussi quand on est avocat, on a des personnes qui viennent nous voir et qui, à juste titre, contestent par exemple leur licenciement, qui peut être justifié ou non sur le fond, mais se cache derrière toute la manière dont la procédure de licenciement a eu lieu. Et nous, on est à devoir développer un argumentaire sur ce qu'on appelle les conditions vexatoires. Et en fait, on se rend compte que c'est ça le cœur aussi du problème. C'est que cette personne a besoin de tourner la page sur la manière dont la rupture de son contrat de travail a été traitée et dont la manière dont cette personne s'est sentie traitée sous le prisme de cette rupture qui a été menée. Un deuxième point, c'est le besoin effectivement de parvenir à une solution rapide. C'est-à-dire qu'effectivement, en matière judiciaire, on a des délais qui sont imposés, des calendriers de procédure qui tiennent compte de l'agenda de la juridiction. En médiation, l'avantage, c'est que on est effectivement, les parties sont libres avec le médiateur de déterminer le calendrier qui est le plus adapté. Et c'est très important précisément quand effectivement on est face à des situations de blocage en entreprise et qui pourraient d'ailleurs avoir des répercussions néfastes sur l'environnement de travail, que ce soit un service, que ce soit plusieurs services, ou que ce soit même à l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire des conséquences sur le rapport qu'on a avec des partenaires commerciaux ou avec des clients, ou etc., etc. Donc, toutes les fois où on est face à ces situations de blocage, la médiation permet effectivement d'adapter le calendrier et d'obtenir potentiellement une situation beaucoup plus rapide. Un autre besoin qui est évoqué
et qui permet que la médiation permet de répondre, auquel la médiation permet de répondre, c'est le besoin de parvenir à une solution choisie. Alors, effectivement, recourir à un juge, c'est recourir à un tiers qui va trancher un litige. Il y a une position 1, une position 2, le demandeur, le défendeur, et puis le juge est là au milieu et il doit, en fonction, à la lumière d'une règle de droit, trancher le litige. L'avantage de la médiation, c'est qu'en réalité, Jérôme l'a très bien expliqué tout à l'heure, vous avez recours à un tiers également, sauf que ce tiers, il n'a pas de pouvoir décisionnel et il n'a pas vocation à trancher un litige. Le tiers, le médiateur, a lui vocation à effectivement participer à une meilleure communication pour mettre les parties en position de communiquer et de co-construire une solution qui leur sera satisfaisante. Il nous est arrivé à de nombreuses reprises, nous, d'être face à une décision de justice qui finalement ne donne pas satisfaction à notre client et qui ne donne pas forcément mieux satisfaction à la partie adverse. L'avantage de la médiation, c'est qu'effectivement, on est dans un processus qui permet de co-construire une solution et qui, de fait, sera bien mieux acceptée. Toutes les fois où on a un juge qui tranche et qui donne une décision, elle peut être mal acceptée, donner lieu à des frustrations. Ça n'est pas le cas en médiation, justement parce que c'est une solution co-construite. Et donc, cette co-construction participe aussi, et c'est pas négligeable, à une exécution spontanée de cette solution. Parce que un juge, de nouveau, peut très bien rendre une décision, mais combien de fois nous sommes exposés à des difficultés d'exécution de cette décision qui parfois, d'ailleurs, nous obligent à saisir un autre juge qui est le juge de l'exécution. Avec la médiation, l'avantage, effectivement, c'est que cette exécution est spontanée, elle est acceptée puisque les parties ont construit la solution. Alors, la question maintenant, c'est de se dire, très bien, maintenant qu'on connaît tout ça, quand est-ce qu'on a recours concrètement à la médiation? Alors, on identifie 3 moments et ça renvoie à 3 types de médiation dites curatives, préventives et facilitatrices. Alors, la curative, elle a vocation effectivement à traiter un litige, un différend qui est déjà né. Concrètement, c'est toutes ces situations où, par réflexe, on va se dire qu'il devient nécessaire effectivement, justement, d'aller voir un avocat ou d'aller voir un juge. Le conflit est né, il n'y a pas de difficulté là-dessus, et on en est déjà à la question de savoir comment mettre un terme à ce conflit. Eh bien, à ce moment-là, il est possible de recourir à la médiation pour rétablir une communication qui est parfois rompue. Et ce n'est pas parce que la communication est rompue que le lien de confiance a disparu, que on n'est pas de toute façon amené à continuer de travailler ensemble. Donc, il n'est pas exclu de devoir réparer cette communication, ce que le juge ne peut pas faire. Le deuxième type de médiation, c'est la médiation dite préventive. Alors, comme son nom l'indique, cette médiation arrive un petit peu plus en amont. C'est-à-dire que quand on a le sentiment qu'un conflit est en train de s'annoncer, on est face à une dégradation de la relation de travail, que ce soit entre collègues, avec un supérieur hiérarchique ou pas, que le conflit est entre guillemets larvé, et bien toutes ces fois-là, on peut décider également de recourir à la médiation pour désamorcer le conflit et de nouveau rétablir une communication qui n'est peut-être pas rompue, mais qui est tendue ou qui est altérée. Je tiens à préciser d'ailleurs que s'agissant précisément justement de la médiation en entreprise, toutes les fois où se négocie un accord QVT ou toutes les fois où se négocie un accord sur la prévention des risques psychosociaux, eh bien, il faut avoir le réflexe, et je fais un parallèle avec cette obligation de sécurité dont parlait Jérôme tout à l'heure, mais il faut avoir ce réflexe de penser à la médiation. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans des situations de souffrance au travail, comme on disait tout à l'heure, il y a peut-être effectivement intérêt à recourir à un tiers qui va pas, comme un juge, prendre une décision qui va pas être satisfaisante, mais au contraire, aller à la source du conflit pour rétablir une communication et préserver la relation de travail. Et puis, on a la médiation dite facilitatrice, ou qu'on appelle également la médiation de projet. Alors, cette médiation-là, on l'a volontairement mise au pied de la pyramide. Pourquoi? Parce que c'est une médiation qui aura vocation à s'intéresser aux fondations d'un projet.
La médiation facilitatrice ou la médiation projet, eh bien, c'est un outil qui permet de venir soutenir un dialogue social et de faciliter ce dialogue social dans le cadre d'un projet quelconque. Et on sait bien que dans la vie d'une entreprise, des projets, il y en a un certain nombre. Alors, l'exemple qu'on prend le plus souvent avec Jérôme, parce que on a été confronté à des conflits suite à ce genre de projet, c'est le fameux transfert d'entreprise. Alors, le transfert d'entreprise, on a un bel article, NMI 224-1, qui renvoie à pléthore de jurisprudence sur la manière dont, effectivement, juridiquement, on procède à un transfert d'entreprise, mais à aucun moment, on ne se pose la question du choc des cultures d'entreprise. C'est-à-dire que combien de fois on a effectivement des conflits qui, en réalité, prennent source dans le fait que le personnel dit, entre guillemets, absorbé, vit mal la manière dont il est traité relativement au personnel de l'entreprise dite absorbante. Voilà, donc ça génère effectivement des conflits qui sont pas forcément juridiques parce que le transfert a pu se faire dans les règles de l'art, sauf que ça n'exclut pas une émergence de certaines tensions et des conflits qui vont par la suite potentiellement faire émerger des difficultés juridiques. J'en viens finalement à la question du processus. La question effectivement maintenant est de se dire comment comment finalement on procède à ce recours à la médiation. Alors, comment est-ce qu'on recourt effectivement à la médiation? Oui. Ouais, on a 36 minutes. Attention timing. Hein. Oui, on va. Alors, première question à se poser, qui peut être à l'initiative de la médiation? Alors, en médiation judiciaire, c'est-à-dire pendant le procès, on ne se pose pas trop la question parce que ce sont les parties qui sont d'accord sur proposition du juge pour recourir à la médiation. Par contre, en médiation conventionnelle, ce qui est le cas le plus souvent en médiation en entreprise, eh bien, on convient d'un commun accord de tenter une médiation, mais la liste des initiateurs est beaucoup plus variée. Ça peut être les parties elles-mêmes, ça peut être la direction ou un directeur des ressources humaines qui se trouve face à une impasse, à un blocage et qui se sent impuissant pour résoudre le conflit. Ça peut être aussi les IRP, par exemple à l'issue d'une enquête d'un C2SCT. Ça peut être aussi un médecin du travail face à un salarié en souffrance ou encore un inspecteur du travail qui doit faire face à un conflit collectif. Voilà, donc tous ces acteurs qui sont dans l'entreprise ou autour de l'entreprise, eh bien, peuvent proposer un processus de médiation. Quoi qu'il en soit, il faudra toujours avoir l'accord des parties en conflit. Et puis, une fois qu'on est d'accord sur le principe de recours à la médiation, eh bien, comment est-ce qu'on choisit son médiateur? Alors, en médiation judiciaire, eh bien, c'est le médiateur qui est désigné par le juge. Éventuellement, le médiateur désigné eh bien, aura été proposé par les parties. Mais en médiation conventionnelle, eh bien, on se met d'accord sur le nom d'un médiateur. Alors, c'est une profession qui n'est pas réglementée. Il n'y a pas d'ordre des médiateurs à proprement parler, comme on peut voir des ordres d'avocats ou de médecins, par exemple. Mais c'est une profession qui est quand même structurée, notamment en association, tant au niveau national que régional. Et je pense que une recherche sur Internet, vous verrez très rapidement ces différentes associations nationales ou régionales de médiateurs. Puis vous avez aussi des médiateurs indépendants qui sont identifiés par leur réputation, leur personnalité, ou alors aussi le critère géographique qui peut être déterminant. Le tout, c'est d'être vigilant à la formation et à l'expérience de ce médiateur et puis veiller à ce qu'il applique bien les principes essentiels dont on vous a parlé tout à l'heure. Alors, sur les modalités pratiques, oui, je te laisse. Oui, merci. Sur les modalités pratiques, je vais être beaucoup plus rapide. En gros, l'idée, c'est d'avoir bien compris qu'il existait des principes essentiels. À partir du moment où on a choisi le médiateur, c'est le médiateur qui, de toute façon, va déclencher le processus. Donc, en amont, il va établir une convention de médiation qui a son importance parce qu'elle va lever des difficultés. Premièrement, elle va rappeler les principes, effectivement, qu'on a déjà évoqués. Elle va s'assurer que les parties valident bien les règles qui vont être celles qui vont s'appliquer pour la suite. La convention va aussi permettre de traiter la question de la prescription parce qu'effectivement, on sait bien que quand on a un licenciement, par exemple, à contester, on a un délai d'1 an. Quand on a d'autres problématiques, on a d'autres délais qui ont vocation à jouer. Donc, la convention de médiation va permettre de se mettre d'accord sur une date qui va permettre de suspendre le délai de prescription.
Et troisième point, c'est qu'elle lève les difficultés relatives à la potentielle prise en charge financière, parce qu'effectivement, c'est un point qu'il faut également aborder. Le principe veut que la médiation soit prise en charge par moitié par les parties. Sauf que dans le monde de l'entreprise, c'est un peu plus complexe que ça, dans la mesure où on peut très bien avoir un litige qui oppose deux personnes de l'entreprise, mais on a effectivement d'autres intervenants qui sont les décideurs, les financeurs, et donc il va falloir éclaircir tout ça. Ce qui n'est pas dérangeant, dans la mesure où, dans la pratique, quand il s'agit de litiges entre salariés et qu'il en va de l'intérêt de la continuité du bon fonctionnement d'un service, ou des litiges portant justement sur ce qui relève de l'obligation de sécurité de l'employeur, le plus souvent, il y aura une prise en charge de l'entreprise. Mais ce sont des choses qui doivent être dites clairement dès le départ. Et puis ensuite, on entre dans le processus très concrètement. Donc, c'est le médiateur qui va organiser un certain nombre de rencontres, des entretiens préparatoires, sous réserve de respecter, entre guillemets, l'égalité de traitement entre les parties. Il va y avoir des réunions dites plénières, c'est-à-dire où là, on va mettre tout le monde autour de la table, toutes les personnes directement intéressées par le conflit ou le conflit potentiel. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi les apartés, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a ces réunions plénières qu'une personne peut ne pas avoir envie de parler au médiateur hors la présence des autres personnes. Eh bien, ces apartés permettent effectivement à une personne de pouvoir s'entretenir au besoin avec son conseil, avec le médiateur, hors la présence des autres personnes. La question qui revient souvent est celle des personnes participant justement au processus et notamment à ces réunions plénières. Alors, on va y retrouver bien évidemment les médiés, c'est-à-dire les personnes parties prises concernées par le litige, mais on peut très bien avoir recours à des tiers, c'est-à-dire à des sachants, toutes les fois où les parties estiment qu'il est nécessaire de faire une expertise, par exemple, mais on peut aussi avoir recours à des personnes qui apparaissent comme ce qu'on appelle en processus de médiation le fantôme, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en réalité, une autre personne du service joue un rôle dans la dégradation des relations de travail, mais n'était pas partie prenante au conflit. En matière judiciaire, on ne peut pas appeler cette tierce personne et demander à ce qu'elle s'explique. En médiation, on peut le faire. On peut effectivement proposer à cette personne, de nouveau en respect des principes essentiels et du principe, évidemment, de liberté. Donc, la personne peut tout à fait refuser, mais on peut tout à fait l'inviter pour qu'elle s'exprime. Et puis, se pose la question, effectivement, des décideurs, les personnes dont je parlais tout à l'heure, qui, dans l'entreprise, vont peut-être être les personnes qui vont financer la médiation. Ces personnes, si elles ne sont pas partie prenante au litige, ne seront pas présentes, mais pourront l'être si véritablement elles sont partie prenante à ce litige. Je rappelle, et c'est un point essentiel, que de toute façon, le processus est relativement souple. Et c'est d'ailleurs cette souplesse qui permettra aussi, toujours avec l'accord de tout le monde, que les avocats soient présents et que ces avocats participent finalement à l'élaboration, en tout cas à la finalisation d'un accord potentiel. Et effectivement, je laisse la parole pour conclure sur l'issue de la médiation. Alors oui, très rapidement, les issues de la médiation, elles sont simples. Soit effectivement on trouve un accord, soit on n'en trouve pas. Je dirais que même si on ne trouve pas d'accord, la médiation, elle a toujours une utilité parce que de toute façon, elle permet de réinstaurer une écoute, réinstaurer un dialogue entre les parties et parfois, il faut laisser au temps le temps faire son œuvre et la relation sera tout de même rétablie. S'il y a un accord, il faudra se mettre d'accord sur ce que l'on révèle ou pas de ce qui a été dit pendant la médiation, et puis pour pouvoir procéder à l'exécution de cet accord. Par exemple, s'il y a une réorganisation à mettre en place dans l'entreprise, une modification de fiche de poste à adopter, bien évidemment, il va falloir en parler avec les supérieurs hiérarchiques, les RH, et puis il faudra aussi expliquer aux collègues que finalement, le conflit qui existait a pris fin, sans forcément entrer dans le détail de la manière dont il a pris fin et ce qui s'est passé en médiation. Alors voilà, il est désormais temps de conclure. Pour conclure, on voulait vous poser une petite question. La question est la suivante. Est-ce que la médiation, au regard de ce que nous vous avons expliqué, vous semble être un outil pertinent à mettre en place au sein de l'entreprise? Voilà. Alors, j'ai déjà posé en anticipation le sondage. On a déjà 100% des répondants qui nous disent oui.
Donc, c'est plutôt effectivement concluant. Alors, moi, de mon côté, alors de nombreuses questions, alors très rapidement, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais finalement beaucoup de questions autour de la question du médiateur lui-même. Qui est-il? Et ainsi, Priscilla, alors on a bien compris que ce n'était pas une profession réglementée, mais structurée, mais Priscilla nous demande si la médiation doit-elle être forcément réalisée par un professionnel, enfin peut-elle être, réalisée par un professionnel autre que l'avocat. Et de même, Arnaud et Marc nous demandent s'il existe une liste des médiateurs comme il existe une liste de conseillers du salarié. Alors, il existe une liste de médiateurs inscrits près les cours d'appel. C'est-à-dire que c'est une liste dans laquelle vont piocher les juges lorsque, en matière judiciaire en tout cas, ils désignent un médiateur. Donc déjà, on peut aller se référer à ces listes qui répertorient les médiateurs indépendants, qui sont labellisés, entre guillemets, par la cour d'appel, et les associations de médiateurs, qui sont, elles aussi, reconnues par la cour d'appel. Alors après, qui sont les médiateurs ? Je dirais que souvent les médiateurs exercent par ailleurs une autre profession. Alors il y a des avocats, il y a des juristes au sens large, des notaires, des huissiers, mais il y a aussi des médecins, des travailleurs sociaux, etc., qui attachent une importance particulière à la communication et qui travaillent sur la notion de conflit et qui se sont formés à la médiation et qui peuvent très bien intervenir aussi en entreprise. Voilà, donc avec des profils très différents. Et je pense que la profession annexe du médiateur est aussi peut-être un critère pour choisir son médiateur en fonction du profil qu'il a par ailleurs. D'accord. Alors ensuite, une autre question, notamment de Pascal et de Fatima, qui nous disent, mais alors après la médiation, quid des actions, si jamais il y a des plans d'action qui ont été déterminés, des choses à faire, comment s'assurer que ces choses, que ces décisions vont trouver effet? Que peut-on faire si effectivement les décisions prises ne trouvent pas effet? Alors, si il y a des décisions qui sont prises, il est souvent préférable de prévoir au terme de la médiation, dans le cadre de l'accord qui est pris, de prévoir un suivi. C'est-à-dire que on va prévoir, par exemple, de laisser un certain temps s'écouler pour mettre en œuvre les préconisations ou l'accord les mesures qui auront été décidées, laisser un délai de 3 mois, 6 mois, par exemple, et puis de se retrouver pour faire le point ensuite, éventuellement avec la présence du médiateur, pour entériner, voir les avancées qui ont été faites ou au contraire constater l'échec ou le retard pris dans la mise en œuvre des mesures qui sont prises. Il y a une autre possibilité aussi, c'est de solliciter l'homologation de l'accord auprès d'un juge. Alors là, on n'était pas forcément encore dans le domaine judiciaire quand on était dans l'entreprise en matière de médiation conventionnelle, mais si un accord est pris, par exemple, en matière de conflits collectifs, par exemple, il y a des engagements qui sont pris de part et d'autre, eh bien, on peut aller devant un juge, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, pour demander une homologation de l'accord qui est pris, des engagements qui sont pris de part et d'autre, et cet accord qui sera homologué par le juge, eh bien, aura une force exécutoire très importante, équivalente à celle d'un jugement. D'accord. Alors, d'autres questions, mais que je propose de vous renvoyer par mail pour faire une réponse globale, mais notamment autour, par exemple, de la formation, comment s'assurer effectivement de la formation du médiateur auquel je vais avoir recours, qu'il a reçu la formation adéquate, quelle est la rémunération, peut-on utiliser la médiation dans un problème de dialogue social dans l'entreprise? Donc, toutes ces questions, je vais vous les envoyer par mail, ainsi nos auditeurs pourront effectivement avoir les réponses. Il me reste à vous remercier, Maître Denis et Maître Witkowski, pour cette brillante intervention sur la médiation qui montre effectivement cet autre champ des possibles dans la gestion des conflits, qu'ils soient individuels ou collectifs. Et j'invite tous nos auditeurs à répondre à notre petit sondage à propos de la satisfaction par rapport à ce webinaire, mais aussi à répondre à la question qu'avaient posée nos animateurs en début de formation et en fin de formation. Je vous rappelle que pour vous inscrire à nos prochains webinaires, il suffit de vous inscrire à notre lettre d'information sur le site de l'IREO, www.ireo.fr. Ainsi, vous ne pourrez plus rater aucun événement. Et je vous dis à vendredi pour notre 8e rendez-vous déjà à propos d'un sujet lui aussi passionnant qui sera la conclusion et la rupture du contrat de travail en période de Covid-19. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à vendredi. Merci Maître Denis, merci Maître Witkowski. À bientôt. Merci. Au revoir.